Bonjour créatures de la nuit, ici Kim, votre guide dans le monde de la noirceur, et aujourd'hui on va plonger dans un duel immortel entre deux éditions emblématiques de Vampire la Mascarade. D'un côté, la 20e anniversaire, qu'on appelle la V20, donc une ode au passé, un hommage aux anciennes nuits, et de l'autre, la 5e édition, la V5, une réinvention audacieuse pour des chroniques plus modernes et brutales. Que vous soyez un ancien de la Camarilla, nostalgique des intrigues classiques, ou un jeune anarchiste cherchant à survivre dans un monde sombre plus que jamais, cette vidéo est faite pour vous. Donc préparez vos dés à 10 faces, car on va décortiquer les clans, les sectes, les mécaniques et les univers pour vous aider à choisir entre ces deux visions du monde des ténèbres. Vampire la Mascarade, c'est un jeu de rôle quand même emblématique, on s'entend, qui propose de nos jours deux éditions qui reflètent des visions bien distinctes. Donc la 20e anniversaire, l'édition V20, qui est un hommage aux origines, et la 5e édition, la V5, qui est vraiment une refonte contemporaine. Donc, chacune de ces éditions-là offre une expérience qui est unique, que ce soit par le ton, les mécaniques ou leurs univers. Donc, je vais vous faire un tour d'horizon quand même assez détaillé de leurs différences. Au niveau du ton et de la narration de Vampire la Mascarade, autant la V20 que la V5 vont différer profondément, reflétant des visions quand même distinctes de l'univers et des expériences qu'elles souhaitent offrir aux joueurs. Donc ces divergences-là, oui, se retrouvent dans la manière dont chaque édition traite des thématiques, leur contexte et l'implication des personnages dans les intrigues. La version 20e anniversaire est une ode à l'héritage de la franchise, donc c'est enraciné dans le ton gothique punk des années 1990. Donc l'univers est vaste, détaillé, empreint de romantisme sombre. Donc les vampires y sont des créatures puissantes, intemporelles et souvent déchirées entre leur immortalité et leur humanité déclinante. Donc le récit se concentre sur des intrigues politiques complexes entre les sectes et les clans où la manipulation et les alliances sont au cœur des interactions. Par exemple, une chronique typique d'AV20 pourrait impliquer une lutte d'influence entre deux primogènes au sein de la Camarilla, chacun utilisant ses serviteurs pour manipuler le prince. Donc les joueurs se retrouvent au centre de ces intrigues-là, cherchant à gravir les échelons de la hiérarchie vampirique, tout en naviguant dans un réseau dense de loyauté et de trahison. Ce type de narration-là offre une immersion totale dans des enjeux de pouvoir, de conflits idéologiques qui traversent l'univers de Vampire la Mascarade. Donc le ton de la V20 met également en avant la richesse historique du monde. Donc les joueurs peuvent explorer les époques variées, des nuits médiévales à l'âge moderne, avec une grande liberté pour développer des chroniques dans des contextes spécifiques. Donc par exemple, incarner un brouhaha anarchiste pendant la Révolution française ou un ventru influent dans l'Allemagne de la guerre froide, c'est parfaitement naturel dans cette édition-là. La profondeur du lore de Vampire la Mascarade offre vraiment une toile de fond idéale pour des récits épiques et complexes. En contraste, la 5e édition adopte un ton plus brut, plus sombre et immédiat, axé sur des thématiques modernes, comme la survie, le conflit moral, la désintégration des structures de pouvoir traditionnelles. Ici, dans la V5, les vampires sont plus des créatures quasi invincibles, mais des prédateurs qui sont rendus traqués, luttant pour conserver leur humanité tout en satisfaisant leur soif qui est insatiable. Donc l'univers reflète les angoisses contemporaines, la surveillance numérique, la technologie omniprésente, la fragmentation sociale. Donc une chronique de la V5 pourrait se dérouler dans une grande métropole sous la menace de la Seconde Inquisition. Les joueurs, membres d'un groupe d'anarques par exemple, doivent survivre dans un environnement qui est hostile, éviter les radars des chasseurs humains et gérer leurs propres conflits internes. Par exemple, un personnage pourrait être confronté au dilemme de trahir ses idéaux anarchistes en livrant un camarade pour apaiser un prince de la Camarilla, garantissant un sanctuaire temporaire. Donc ce type de narration-là privilégie les choix moraux déchirants et des situations où le risque est omniprésent. Le ton est également plus personnel dans la V5. Donc, au lieu de grands récits épiques, les chroniques de la V5 se concentrent en général sur les luttes individuelles des personnages. La question de l'humanité est centrale. Chaque interaction, chaque décision risque de faire basculer un personnage vers la bête. Donc, par exemple, la soif est omniprésente. Il pourrait pousser un joueur à chasser un innocent malgré ses convictions, juste pour éviter de perdre le contrôle au pire moment.
Donc le monde de la V5 est cruel et les vampires y sont aussi vulnérables qu'ils y sont dangereux. La V20, la 20e anniversaire, offre un univers qui est riche, qui est complexe, qui est profondément ancré dans son propre mythe, parfait pour les joueurs qui aiment les intrigues politiques et la profondeur historique. À l'inverse, la V5 privilégie une expérience qui est plus moderne, plus immersive et intense, mettant en avant la survie puis les conflits internes dans un monde qui est oppressant. Donc, que vous soyez attiré par la grandeur et la complexité des intrigues ou par l'urgence et les tensions des dilemmes contemporains, chaque édition propose une approche qui est unique et qui va quand même être mémorable là, pour jouer le mythe vampirique. Au niveau des mécanismes de jeu, donc, ils vont différer quand même beaucoup entre la version de la 20e anniversaire et la 5e édition, reflétant justement ces philosophies-là de design qui vont être distinctes. Donc, les changements influencent directement l'expérience des joueurs, la façon dont les personnages interagissent avec leur environnement, la manière dont les thématiques du jeu sont intégrées, sont intégrées aux mécaniques. Donc, dans la version 20e anniversaire, les jets sont effectués avec une poignée de dés à 10 faces, donc des dés 10 correspondant à la somme d'un attribut, par exemple force ou charisme, et d'une compétence comme l'athlétisme ou l'intimidation. Donc, le compteur fixe un seuil de difficulté. Plus il y a de succès, meilleure est la réussite. Donc, c'est un système qui est fluide, qui est bien connu des vétérans, mais qui repose largement sur le jugement du compteur pour déterminer les seuils et les complications. Dans la V5, la 5e édition, la base du jeu reste la même. Donc, attributs plus compétences, on est encore à la même place, mais le système introduit des dés de fin pour refléter la soif constante qui habite les vampires. Donc, ces dés remplacent certains dés standards dans la réserve en fonction du niveau de soif du personnage. Par exemple, un vampire avec une soif de 3 va utiliser 3 dés de fin dans ses jets. Ces dés-là ont des implications narratives. Si un dé de fin affiche un 1, des complications liées à la bête peuvent survenir, même en cas de réussite. Donc, ça ajoute une tension qui est constante, ou même des actions simples peuvent tourner au drame. Par exemple, un vampire tente de séduire une cible, donc charisme plus persuasion. Donc, il y a une réserve totale de 7 dés, mais il y a un niveau de soif de 2. Donc, il va lancer 5 dés normaux et 2 dés de fin. Dans la version 20e anniversaire, les vampires utilisent des points de sang, donc une ressource qu'on dépense pour activer des pouvoirs, augmenter des caractéristiques physiques ou se soigner. Donc, cette gestion-là est relativement mécanique, justement, là. Tant que le vampire a suffisamment de points de sang, il peut utiliser ses capacités sans grande contrainte. Dans la version 20e anniversaire, donc les combats, les conflits sont des affrontements tactiques où les joueurs optimisent leurs compétences, leurs pouvoirs pour maximiser leurs chances de succès. Les résultats dépendent majoritairement des jets de dés et des stratégies, mais c'est relativement prévisible. Dans la version, la V5, en fait, là, la 5e édition, les points de sang sont remplacés par la soif. Donc, c'est une jauge qui varie entre 0, qui a aucune soif, et 5. Donc, la bête est à 2 doigts de prendre le contrôle. Et donc, à chaque fois qu'un vampire utilise un pouvoir qui augmente ses capacités ou qui soigne, il doit effectuer ce qu'on appelle un rouse check. Donc, ce jet-là détermine si la soif augmente. Donc, contrairement à la V20, cette gestion-là rend la fin omniprésente et ajoute un dilemme moral. Utiliser ses pouvoirs peut coûter cher, non seulement en termes mécaniques, mais aussi narratifs. Donc, dans la 5e édition, la soif ajoute une dimension qui est imprévisible aussi au combat. Même le vampire le plus expérimenté peut voir ses actions tourner au désastre en raison de sa nature vampirique. Donc, les conflits deviennent plus tendus, puis ça reflète aussi la fragilité puis la lutte contre la bête. Par exemple, un vampire blessé veut se soigner. Dans la 20e édition, il dépense un point de sang, récupère des points de santé, il n'y a pas d'autres conséquences. Dans un combat, un vampire va utiliser puissance pour écraser son adversaire, mais dans la V20, c'est exactement combien de dégâts il va infliger. Dans la V5, pour se soigner, le vampire doit effectuer un rouse check. Donc, s'il échoue à ce jet-là, sa soif va augmenter, l'approchant du risque de frénésie. Dans un combat, le même pouvoir de puissance peut réussir, mais est accompagné d'une frénésie imprévue si les dés de fin sont pas en sa faveur. Donc, c'est pas le personnage qui va réussir l'action, mais c'est la bête qui sommeille en lui, et elle n'a que faire de la mascarade. Donc, une bête qui réussit, c'est sanglant, c'est bruyant, et ça laisse des traces.
Donc, dans la V20, l'humanité aussi, c'est une jauge qui est relativement statique, utilisée pour refléter le degré de monstruosité du vampire. Donc, les joueurs peuvent perdre des points d'humanité s'ils commettent des actes immoraux, mais ça reste souvent une mécanique qui est secondaire. Dans la V5, l'humanité devient centrale et est accompagnée par des convictions et des attaches. Donc, ces éléments-là vont définir les principes moraux, les relations importantes d'un personnage. En cas d'acte contraire à ces convictions, le vampire doit effectuer un jet de remords et donc risque de perdre des points d'humanité. Donc, ça renforce le lien entre la mécanique et la narration qui transforme chaque action en un choix moral potentiel lourd de conséquences. Donc, encore une fois, un exemple, dans la version 20e anniversaire, un vampire peut tuer un humain pour se nourrir et perdre un point d'humanité. Dans la V5, la 5e édition, le même max peut déclencher une crise morale si ça va à l'encontre d'une conviction. Par exemple, une conviction peut être « je ne tuerai jamais un innocent ». Et ça met en péril l'humanité, mais aussi les attaches personnelles du personnage et donc un grand aspect du roleplay et de la narration. En résumé, la version 20e anniversaire propose un système qui est robuste, qui est classique, parfait pour les joueurs qui privilégient une approche tactique et nostalgique. En revanche, la 5e édition transforme chaque aspect mécanique en un moteur narratif. Donc la gestion de la soif, les dés de faim, l'accent sur les dilemmes moraux crée une tension constante qui reflète parfaitement les thèmes de Vampire, la mascarade, du moins pour la 5e édition, qui est une lutte interminable entre la bête et l'humanité. Le métaplot de Vampire la Mascarade constitue vraiment l'épine dorsale de son univers qui est quand même riche et complexe, on s'entend, là. Et les différences entre la version 20e anniversaire et la 5e édition reflètent ces visions-là qui vont être vraiment très diamétralement opposées là, dans cet univers-là des ténèbres. Donc, tandis que la version 20e anniversaire embrasse vraiment l'héritage des éditions précédentes, va offrir un panorama, complet et fidèle de la chronologie des intrigues, la V5 réinvente, je mets des guillemets là-dessus, un peu l'univers, introduisant des bouleversements drastiques qui redéfinissent les forces en présence. La version 20e anniversaire s'inscrit dans une continuité narrative. Donc, elle englobe tout le métaplot développé depuis la première édition, permettant aux joueurs de plonger dans les intrigues politiques mystiques qui ont façonné les clans et les sectes au fil des siècles. Les figures légendaires comme le prince Mithras ou les anciens comme Vlad Tepes, là, qui est un Temiche, sont encore des acteurs puissants et les événements tels que la Convention des Épines, qui est à la base de la fondation de la Camarilla ou l'ascension des Anarques, restent des jalons clés du lore. En revanche, la 5e édition rompt relativement avec cette approche-là. Donc, on ne réécrit pas l'histoire de Vampire la Mascarade, mais elle va actualiser l'univers en y injectant des problématiques contemporaines et en introduisant des événements qui vont bouleverser cet ordre un peu plus statique-là. Donc, on introduit la Seconde Inquisition, qui est une organisation humaine alimentée par les avancées technologiques, comme la surveillance numérique, l'analyse des données, qui va faire une traque active, vraiment, des vampires, mettant en péril la mascarade. On retrouve aussi la guerre de la Géhenne, qui est une bataille mystique déclenchée par le réveil supposé des antédiluviens, qui va pousser de nombreux anciens à quitter leur domaine pour rejoindre la Grande Guerre. Donc, ces absences-là vont affaiblir les bases des domaines et les pouvoirs traditionnels qui donc vont laisser les jeunes vampires livrés à eux-mêmes dans les domaines. Dans la version 20e anniversaire, la Camarilla, le Sabbat et les Anarques restent des piliers très dynamiques des politiques vampiriques. Donc la Camarilla continue de régner avec son sens aigu de la tradition et de la hiérarchie. C'est une organisation qui est élitiste, qui maintient l'ordre et la mascarade pour garantir la survie des vampires face aux humains. Le Sabbat, lui, incarne une opposition radicale et nihiliste, rejetant l'humanité carrément et se préparant à l'apocalypse prophétique là, de la Géhenne. Pour leur part, les anarques sont des dissidents qui cherchent à renverser l'ordre établi. Ils représentent une rébellion contre l'autorité, mais restent relativement désorganisés dans leur opposition. Donc le statu quo permet aux joueurs d'explorer une guerre de pouvoir classique, où chaque faction a un rôle bien défini. La 5e édition vient vraiment chambouler cet équilibre-là. Donc, la Camarilla devient une élite beaucoup plus paranoïaque, réduite à un cercle fermé de puissants anciens qui acceptent plus que
que certains vampires, là, certains clans dignes, on pourrait dire, d'entrer dans la Camarilla. Donc, ils se replient sur eux-mêmes, ils abandonnent une partie des jeunes vampires et exacerbent donc les tensions internes. Le sabbat, lui, pour sa part, disparaît presque complètement de la scène principale. Donc, c'est réduit à un groupe de fanatiques religieux obsédés par la guéenne et ils perdent presque toute influence politique significative. Donc, ces membres sont décrits comme des fanatiques consumés par la croisade contre la guéenne, laissant un vide qui redistribue les rôles entre les autres factions. Donc, pour les joueurs, ça transforme cette faction-là en une menace marginale, mais imprévisible, idéale pour les scénarios horrifiques ou mystiques, mais une faction qu'on ne joue pratiquement plus. Pour les anarches, autrefois des rebelles beaucoup plus dispersés, là, ils deviennent une force politique majeure. Donc, dans la 5e édition, ils sont dépeints comme une faction autonome, organisée et redoutablement pragmatique. Donc, ils profitent de l'affaiblissement de la Camarilla pour s'emparer de territoires, construire une société alternative. Ils forment une force majeure, plus structurée, plus influente, qui va contester directement la domination de la Camarilla. Donc, ils vont incarner vraiment une lutte acharnée pour la liberté dans un monde où la surveillance humaine et les menaces vampiriques sont omniprésentes. L'édition 20e anniversaire, c'est aussi un véritable compendium là, des clans, des lignées de vampires. Donc, les 13 clans principaux sont présents, comme les Brujas, les Ventrus, les Toréadors, les Trémères. Toute la panoplie sont disponibles, aux côtés de nombreux clans mineurs aussi de lignées sanglantes. Donc, ces clans mineurs et ces lignées-là, comme les Giovanni, les Assamites, les Salubri, même si c'est un clan à proprement parler, là, donc offrent une diversité quasi infinie pour créer des personnages uniques. Au niveau de la 5e édition, ils ont adopté une approche plus ciblée, en recentrant l'attention sur un nombre un peu plus réduit de choix. Donc, de clans, on pourrait dire, il y a encore 13 clans, mais il n'y a plus de lignées comme avant. Donc, certains clans, comme les Giovanni, sont pratiquement disparus sous leur forme classique et sont intégrés dans de nouvelles structures, là, donc un clan qui se nomme maintenant les Hecata, qui est un regroupement de familles nécromanciennes. Donc, les clans disparus sont pas toujours jouables par défaut et doivent être introduits de manière plus narrative par le conteur. Donc, les clans présents dans la 5e édition sont également recontextualisés pour refléter les bouleversements modernes. Les Brujas, par exemple, autrefois aussi philosophes et intellectuels, deviennent principalement des rebelles en colère. Donc, on laisse de côté un peu cet aspect-là qui était vraiment intéressant des Brujas. Les Trémères sont ébranlés par la destruction de leur structure pyramidale là, à Vienne et donc deviennent des parias vraiment très fragmentés en plusieurs factions rivales. Les Nosferatu, qui maîtrisaient autrefois des secrets du monde grâce à leur réseau souterrain et même le Skynet, là, sont désormais menacés par la surveillance numérique, qui est un problème majeur pour leur survie. Les Kata dont j'ai parlé, c'est un nouveau clan qui regroupe les Giovanni puis d'autres lignées nécromantiques. Donc, ça remplace ces lignées-là plus traditionnelles. Donc, ce changement-là va refléter une volonté de rationaliser les lignées mineures tout en créant des clans plus unifiés, plus cohérents. Du côté des La Sombra, ils vont rejoindre la Camarilla, mais uniquement sous condition. Donc, chaque membre doit sacrifier un autre vampire de son clan pour prouver sa loyauté. Donc, ça introduit une dynamique complexe pour les joueurs qui souhaitent incarner un membre de ce clan-là. Finalement, les Salubri sont moins accessibles, voire sont simplement réduits à des éléments de décor, là, donc ont très peu joué. Donc, dans la version 20e anniversaire, la mascarade reste une constante immuable. Donc, les vampires travaillent dans l'ombre pour dissimuler leur existence. Les rares menaces humaines sont souvent des chasseurs isolés ou des organisations comme le projet Tegeus, qui ne rivalisent pas avec la puissance vampirique. Dans l'édition de la 20e anniversaire, donc les anciens et les puissants vampires dominent encore le monde des ténèbres. Ça reste des figures inébranlables, offrant une toile de fond stable pour des intrigues politiques puis des guerres de pouvoir. Dans la version la 5e édition, en revanche, cette édition-là va pousser les vampires dans leur retranchement avec la Seconde Inquisition, qui est une menace humaine vraiment bien organisée. Donc, par exemple, les agences comme la NSC, la CIA, le MI5 collaborent pour détecter les activités vampiriques et vont surveiller
Par exemple, les flux financiers à travers le monde, les déplacements nocturnes et même les communications numériques. Donc, pour les joueurs, ça signifie une vigilance accrue. Chaque erreur peut déclencher une traque impitoyable et les humains deviennent vraiment une menace. Donc, la 5e édition plonge les joueurs dans un univers où la survie est mise au premier plan. L'absence des anciens qui sont partis pour la Guéenne laisse aussi un vide dans lequel les jeunes vampires doivent se débattre. Ce contexte-là est propice à des chroniques où les personnages doivent naviguer entre les anarches opportunistes, une Camarilla qui est beaucoup plus paranoïaque et une humanité qui n'a jamais été aussi dangereuse pour la survie des vampires. Donc, par exemple, dans une chronique de la 5e édition, une simple vidéo compromettante postée sur les réseaux sociaux pourrait suffire à attirer l'attention des autorités, forçant les personnages à orchestrer une vaste opération pour effacer leurs traces. En somme, l'édition 20e anniversaire, c'est une célébration du passé. C'est un hommage à l'héritage riche et complexe de Vampire la Mascarade. Donc, elle offre une expérience qui est beaucoup plus classique, idéale pour les vétérans ou pour ceux qui souhaitent explorer l'univers dans toute sa profondeur, avec tout le lore qui est lié à cet univers-là. La 5e édition, elle, représente une évolution qui est plus audacieuse, qui est centrée sur des thèmes modernes et des mécaniques innovantes, parfaites pour des chroniques dynamiques et immersives. Donc, choisir entre les deux éditions, c'est opter pour une nostalgie empreinte de profondeur ou une modernité intense, oppressante. Donc, les deux approches enrichissent le mythe de vampire, chacune à sa manière. Donc voilà, créatures de la nuit. Donc, notre plongée dans les ténèbres de Vampire la Mascarade touche à sa fin pour cette nuit. Donc, que vous soyez séduits par la richesse encyclopédique de l'héritage de l'édition 20e anniversaire, ou que vous soyez attirés par le réalisme brutal et les mécaniques innovantes de la 5e édition, une chose est sûre, c'est que le monde des ténèbres n'a jamais cessé de fasciner. Donc, au final, votre choix va dépendre de votre manière d'aborder le jeu. Est-ce que vous cherchez une célébration du passé, une tapisserie riche et complexe où chaque détail compte, ou est-ce que vous cherchez davantage une immersion contemporaine où les dilemmes moraux et les dangers modernes se mêlent aux intrigues vampiriques? Donc, quelle que soit votre préférence, ces deux éditions-là offrent des expériences qui vont être mémorables à partager avec votre coterie. Si cette vidéo-là vous a éclairé ou intrigué, pensez à laisser un petit pouce en l'air en dessous de la vidéo, à vous abonner à la chaîne de Coups Critiques et surtout, partagez vos propres réflexions en commentaire. Laquelle des deux vous préférez? Est-ce que vous jouez aux deux selon le genre de chronique que vous voulez faire? Quelles éditions est-ce que vous préférez? C'est quoi vos moments mémorables? Dites-moi tout ça. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine fois pour l'exploration des ombres. Et d'ici là, restez discrets, respectez la mascarade et surtout, laissez pas votre soif vous contrôler. Bye!